Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo. Épisode, mais j'y reviendrai tout à l'heure, on ne peut plus exceptionnel. Ravi de vous retrouver encore une fois pour ce nouvel épisode. Comme à l'accoutumée, on va prendre quelques secondes pour se laisser les uns et les autres arriver. Le live s'est bel et bien lancé dans le groupe. Voilà, comme ça je saurai à qui j'ai affaire. Le temps pour vous de me souhaiter et de nous faire un petit coucou dans les commentaires. Je vois que vous commencez à vous connecter. Et le temps pour moi, mais je le répéterai de nouveau, de vous rappeler les petites règles d'usage. Pensez bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Comme ça, avec mon invité, on saura qui s'adresse à nous. On pourra vous interpeller comme il faut. Et c'est toujours plus agréable comme ça. Donc, vous êtes une petite dizaine là déjà de connectés. Donc, voilà, faites-nous un petit coucou. Je pense qu'il y a Jessica, Cédric, Eric, Alice. Voilà, venez nous faire un petit coucou, comme le fait ici Cédric, qui nous dit bonjour. Salut Cédric, j'espère que tu es en forme. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter gentiment. L'occasion pour moi de vous parler de mon prochain invité. Donc, pas d'Expresso de Rassemblimo la semaine prochaine. Je serai en vacances. Voilà, ça arrive. Mais dès la semaine suivante, j'aurai plaisir de vous retrouver et on parlera de... Je ne sais plus. Non, si on parlera de niche, on parlera de niche, pas de niche pour chiens, mais on parlera, on aura un partage par une conseillère qui a pris le parti pris de réunir sa passion et son métier, son expertise d'immobilier. Et donc, on parlera notamment de vente de haras. Voilà, on a quelqu'un qui est une grande passionnée de cheval et qui est une grande professionnelle de l'IMO et qui, du coup, a réussi à trouver sa niche et a notamment réuni une grande communauté autour d'elle, autour de ces deux sujets. Et donc, c'est particulièrement inspirant à bien des égards. Salut Ori, ravi de te retrouver ici. Peut-être que j'aurai une petite surprise pour toi demain, mais je ne t'en dis pas plus. Julie, salut Laurence, il n'y a que des bons élèves, hein. Vous avez tous bien cliqué sur le lien. Voilà, il fallait que j'en trouve un et il s'agit de Peter. Voilà. Pensez bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Allez, c'est dit, ça a été dit 2 fois maintenant. Je vous propose qu'on avance et qu'on démarre ce nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo. Bienvenue à tous pour la 100e de l'Expresso de Rassemblimo. Il s'agit donc de notre 100e interview. L'occasion pour moi de vous rappeler, pour ceux qui nous suivaient depuis que ces interviews ont lieu en live dans ce groupe Facebook, qu'avant ça, elles étaient enregistrées via Zoom et elles sont disponibles sur la plateforme de podcast ou sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller checker la saison 1 de l'Expresso de Rassemblimo, les premiers épisodes. Vous verrez, j'ai peut-être plus de cheveux, mais il y avait des invités particulièrement inspirants aussi. Donc, n'hésitez pas à aller checker les bons vieux épisodes. Il y a des choses très, très intéressantes à aller voir pour ceux qui nous suivent uniquement depuis qu'on est en live dans ce groupe. Donc, il y a Ori qui nous dit « Trop bien les surprises, j'aime les surprises, mais si tu veux me faire plaisir, essaye de m'avoir le mandat de vente exclusif de Madame X. » Voilà. Salut Michael, salut Stéphanie qui nous dit « Bientôt sur Netflix. » Je ne sais pas, mais oui, on arrive à la fin de cette saison. En réalité, nous sommes en pleine saison 3 de l'Expresso de Rassemblimo. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie. Je suis ravi d'accueillir mon invité de ce matin qui attend du coup maintenant depuis 3 minutes 50. Sagement. Anaïg, nouvelle. Anaïg qui est directrice marketing chez ImmoAdvisor, que beaucoup d'entre vous connaissez, et qui est une grande spécialiste de l'e-réputation. Et donc, ça va être un petit peu notre sujet du jour aujourd'hui. C'est finalement, que dit-on de vous lorsque vous n'êtes plus dans la pièce ? Votre notoriété, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Anaïg, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers et les agents immobiliers qui vont nous écouter ? Volontiers. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette édition spéciale. Je suis très honorée. Avec grand plaisir. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, je travaille chez ImmoAdvisor, qui est le spécialiste des avis clients pour l'immobilier. Ouais. Ça, on va en parler évidemment aujourd'hui. Et tu as bien dit qu'un de mes sujets de prédilection, c'était l'e-réputation. Effectivement, c'était notamment mon métier avant d'être chez ImmoAdvisor, puisque j'étais consultante en e-réputation dans une agence de communication et de conseil. Donc, mon métier à cette époque-là, c'était vraiment d'accompagner les marques, les grands groupes,
Et parfois aussi des individus, ça arrivait, dans la gestion de leur image. Ça voulait dire, de la crise d'irréputation, gestion de crise, communication d'influence, enfin voilà, toute la base, de vraiment du métier de l'irréputation pure, dont les avis clients étaient une brique. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je faisais beaucoup de veille, de recommandations, de prise de parole, et cetera. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années et donc du coup, c'est ce qui, explique aujourd'hui que c'est vrai que je prends facilement la parole sur ce sujet qui m'est très cher. Comment on en vient un jour à dans l'irréputation, toi qui n'avais pas envie de parler de ce que tu faisais avant, on va y venir. Je veux bien en parler, mais je ne sais pas si ça intéressera grand monde. Non, mais je suis l'exemple de quand on fait des études, on ne fait pas le même métier après. Voilà. Ouais. Je pense qu'on est pas mal, on est assez nombreux là-dessus. Moi, j'ai fait des études d'art, de marche et de l'art à la base. Donc, c'était la passion de l'époque. Et après, j'ai fait des études de sémiologie. Et sémiologie, c'est une science du langage et c'est notamment le lien entre texte et image. Donc, on se rapproche un peu plus de la communication. C'est vrai. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai travaillé en publicité, en communication. Et après, je suis arrivée sur le digital, les réseaux sociaux, le SEO, et le SEO étant une brique très importante de l'irréputation, voilà, de petit à petit de l'irréputation. Et puis, ça, c'était quand j'étais parisienne. Puis un jour, j'ai voulu changer de Paris, quitter Paris et aller à Nantes. Et j'ai rencontré Jean-Philippe Emerio, qui est le fondateur et le dirigeant d'Imadvisor. Et puis là, l'aventure a commencé. Et ça fait 5 ans, du coup, que je suis cette aventure qui me passionne toujours autant. Cool. Sur ces aspects, ce qui m'intéresse dans ce que tu as évoqué, c'est que sur cette expérience précédente avant Imadvisor, tu as dit l'irréputation des grands groupes, des entreprises, des individus. C'était quoi en fait? C'est quoi l'irréputation d'un individu? J'imagine d'un individu connu, entre guillemets. Ouais, ça va être la même chose en fait. L'irréputation, c'est dans la définition, moi, ce que je te disais tout à l'heure, j'utilise la même définition depuis 10 ans, parce que j'ai jamais trouvé une meilleure définition que ça, donc je vais vous la donner. Ouais. L'irréputation, ça regroupe à la fois l'identité d'une marque, d'une personne, d'un groupe, d'une entité, on va dire, sur le web, mais également la perception que les internautes en ont. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot communication pour irréputation. C'est bien un mot différent, c'est bien qu'il y a une notion différente. Et cet aspect différent, c'est la perception qu'en ont les individus. Et là, on est sur quelque chose d'assez subjectif. Au final, c'est pas une science dure. C'est vraiment, il faut pouvoir la mesurer. On a des outils et des techniques qui nous permettent de mesurer cette perception, mais ça reste une perception. Et en fait, l'irréputation, ça comprend à la fois l'image qui est véhiculée, ça veut dire que dont l'entreprise ou dont la personne est à l'origine, c'est souvent la communication institutionnelle, mais aussi l'image subie. Là, c'est dont la marque n'est pas à l'origine ou dont la personne n'est pas à l'origine. Et c'est vraiment ça la spécificité. Une deuxième spécificité de l'irréputation, c'est l'aspect subi de l'irréputation. C'est qu'avant, il y a 30 ans, en fait, c'était la marque, l'entreprise ou la personne qui gérait son image complètement à 100%. Depuis le web 2.0, donc en gros depuis les années 2005, on va dire, à partir du moment où le web s'est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut prendre la parole et s'exprimer à travers un blog, un commentaire, un avis client, tous ces espaces-là, et bien du coup l'entreprise et la marque doivent faire avec cet espace qui est ouvert. Et du coup, toutes ces prises de parole vont constituer le bruit et vont participer du coup à l'image d'une entreprise et à son irréputation. Donc, c'est ma communication, si on devait prendre pour un conseiller, c'est sa communication lui, mais c'est aussi ce qu'on dit de lui, en fait. Et tout ça, il faut voir si ça donne une image plutôt positive ou plutôt négative ou neutre. Et là, on va parler de perception. Ok, c'est très clair. Sur cet aspect d'image subie, c'est le premier truc qui me vient là, il ne s'agit pas forcément que d'avis client. Non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'image subie? Quand je subis quelque part l'image, c'est quoi? Alors, le plus fort, ça va être les médias comme, je sais pas, une émission télé, par exemple. On peut penser aux émissions Cache Investigation, par exemple, si demain, votre entreprise est nommée ou est, voilà. Là, c'est pas bon signe en général. Ça, c'est une image subie, mais parce que du coup, c'est pas vous qui décidez. Un journaliste prend la parole sur vous, donc soit fait une émission télé, un article, qu'importe. Ça peut être sinon des internautes, des particuliers, vos clients ou vos partenaires, ou là, ils vont prendre la parole sur des forums. On a quand même pas mal de forums sur l'immobilier, c'est quand même un espace d'expression assez important. Et là, il y a les forums classiques, on peut choisir 60 millions de consommateurs. On a aussi parfois dans l'arnaque, on a forum construire. Voilà, on va avoir plein de forums, tous les forums qu'on peut trouver facilement. On va aussi avoir les commentaires sur les posts réseaux sociaux. On va avoir des posts réseaux sociaux. Il y a même des pages sur Facebook qui existent en mettant boycott plus la marque. Ça, vous en avez. Vous en avez dans l'immobilier, mais vous en avez aussi pas que dans l'immobilier. C'est pas un discours de peur que je fais, c'est plutôt un discours de risque. On est d'accord, parce que c'est pas, faut faire attention, il faut toujours mesurer. C'est important à savoir. Puis les groupes Facebook, il y en a quelques-uns aujourd'hui qui réunissent plusieurs milliers de conseillers immobiliers, et je peux te dire que
Ça se déchaîne parfois. Donc, non, c'est un espace libre. Donc, on peut avoir des pages Facebook, on peut aussi avoir des posts sur LinkedIn, enfin sur tous les réseaux sociaux après. Mais c'est vrai que la page Facebook, alors je vais l'appeler boycott, mais c'est pas toujours ce nom-là qui est utilisé. C'est assez un classique. Il y a aussi des blogs qui peuvent être montés par des personnes pour exprimer leur insatisfaction puisqu'ils ne sont pas entendus. Souvent, en général, quand les gens font ça, c'est qu'ils ne sont pas entendus. Hein, déjà. Ça va être il y a quand même une notion de relation client et d'expérience client qui est un peu à la base aussi. Tu sais, Naïg, à ce sujet-là, je dis souvent aux conseillers immobiliers qu'on accompagne que les clients nous reprochent toujours moins l'erreur que l'absence. Oui. Et on n'est pas parfait. c'est ça que tu évoques là. Hein. C'est qu'en fait, une marque peut se tromper, un individu peut se tromper, peut commettre une erreur, etc. Mais c'est quelque part le fait de laisser un peu pourrir la situation qui parfois est pire encore. Bah, tu peux, là, sans transition, je peux donner la règle d'or d'e-réputation, c'est de ne jamais laisser un commentaire négatif sur soi sans réponse sur Internet. Qu'importe le commentaire, s'il est vrai, s'il n'est pas vrai, s'il est diffamant, il faut essayer de le faire supprimer, évidemment. Par contre, il y a des recours à mettre en place. Par contre, sachez un petit tips, si vous avez un commentaire, vous avez 3 mois pour réagir. Donc, sinon, après, il y a une prescription et c'est beaucoup plus difficile même, en tout cas, légalement, l'éditeur n'est pas obligé de le faire. Et vous avez 3 mois pour réagir. Donc, il faut vraiment être au courant de ce qui se passe. Mais il faut toujours répondre à un commentaire, à un avis client. Voilà, il ne faut jamais le laisser. C'est vraiment une règle d'or importante. Je te propose, Annick, qu'on creuse ce sujet-là. Ça m'intéresse parce que nous, on le vit, hein, nous, en interne aussi dans l'entreprise, notamment au travers de la publicité sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un espace sur lequel il peut y avoir énormément de choses, parce que les gens ont l'impression, quelque part, de subir en fait la communication ou de subir le post en question parce qu'il est sponsorisé et que du coup, ils ont l'impression de ne pas avoir choisi finalement d'avoir ça sur leur fil d'actualité. Et dans la graduation que tu évoquais là, de je réponds, je fais supprimer, etc., peut-être c'est important qu'on creuse ce sujet-là. Comment est-ce qu'on hiérarchise les choses? Parce que nous, on a une petite règle, nous, en interne, mais elle vaut ce qu'elle vaut finalement. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être presque chaque entreprise a son interprétation de la chose, chaque entreprise a ses valeurs par rapport à ça. Je sais que nous, voilà, la règle d'or, entre guillemets, c'est toutes les insultes. Parce qu'il y en a, toutes les insultes, techniquement, sont supprimées. Tout ce qui peut être, y compris négatif, mais argumenté, doit faire l'objet, effectivement, d'une réponse. Comment est-ce que toi, tu peux donner des tips par rapport à ça? Je suis plutôt en phase avec ce que tu viens de dire. En fait, tout ce qui est diffamant et injurieux, il ne faut pas le laisser. On ne laisse pas une personne nous insulter dans la rue sans rien dire. C'est pareil. Donc là, il faut demander une suppression. C'est normal. C'est pas mal gérer son image. Hein. Pour moi, c'est assez éthique. Au contraire, il faut se défendre. Donc tout ce qui est injurieux, diffamant. Après, la difficulté, c'est de le savoir quand c'est injurieux et diffamant. C'est ça qui est difficile, par contre. Donc, quand il y a une difficulté, il faut aller voir directement un avocat. Il y a des règles très strictes. Hein. Il y a la légalisation de droit numérique qui existe et avec des règles très précises. Après, quand il y a un commentaire négatif, non, effectivement, il faut le laisser. Alors, moi, je veux dire pour une raison très simple, si vous le supprimez, si vous pouvez le supprimer, parce qu'attention, là, tu parles des réseaux sociaux. Sur Facebook, on peut le supprimer quand c'est sa propre page. C'est possible de le faire et la personne ne le voit pas. Donc, c'est un peu indolore. Mais si je le fais et que je ne réponds pas à cette personne elle peut continuer en fait à mettre ses commentaires négatifs, elle ira sur d'autres espaces. Un des espaces qui est beaucoup plus difficile à gérer, c'est sa fiche Google My Business et les avis Google, par exemple. Donc en fait, la règle, c'est pas d'aller étouffer les choses pour qu'après, elles vont toujours ressortir ailleurs. C'est plutôt de les gérer et de faire en sorte de les maîtriser. Sauf, encore une fois, quand il y a des insultes et des injures. Là, par contre, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais il faut toujours… Et moi, souvent, ce qui m'est arrivé de voir, c'est que quand on répond bien à un commentaire négatif, encore une fois, qu'il soit vrai ou pas vrai, c'est pas… Moi, je m'en fiche. Au point de vue réputation, on s'en fiche qu'il soit vrai ou pas. Pour vous, ça ne l'est pas, évidemment. Mais dans la réponse peut réussir à neutraliser un avis négatif. Puisque déjà, si c'est faux, vous allez expliquer gentiment et très correctement que c'est faux. Et puis, la personne qui lira ce commentaire le verra que c'est faux et elle comprendra. Si c'est vrai et que vous avez fait une erreur, vous allez le dire que vous avez fait une erreur. Et vous êtes modeste et humble et vous savez vous améliorer. Et on cherche des professionnels qui savent s'améliorer et qui sont humains. Du moment qu'ils réparent leurs erreurs, c'est le principal, mais qu'ils en fassent, c'est normal. D'ailleurs, moi, je connais plus les stats sur les avis clients, on ne m'en voulait pas, mais sur les avis clients, on sait que le 5 sur 5, ce n'est pas crédible. La note idéale, c'est entre 4,5 et 5. Et 4,9, pardon. 4,5 et 4,9. Assez de positif pour qu'on voit que vous êtes bon, mais un peu de négatif pour qu'on croie les avis positifs. En gros. Donc, en fait, avoir des commentaires, c'est pareil pour les commentaires, hein, avoir un commentaire de temps en temps négatif, c'est pas très grave tant que vous y répondez. Si vous y répondez pas, par contre, vous laissez la personne qui est pas contente ou qui dit quelque chose de faux prendre la parole et construire votre réputation. Tout à l'heure, quand on faisait la définition sur l'image subie, en fait, du coup, là, vous la laissez prendre la parole sans réagir. Et ça, par contre, il faut jamais le faire.
On a une question spécifique à ImoAdvisor qui vient de tomber. On y répondra peut-être juste après, si tu permets, Anaïd, parce que tu nous as tendu une perche sur Google My Business, qui est un sujet qu'on a déjà traité ici dans l'Expresso de Rassemblimo, mais sur lequel j'aimerais qu'on revienne là, parce que ça fait écho à une conversation que j'ai eue la semaine dernière avec une conseillère qui me disait « je fais pas de fiche Google My Business, presque, parce que… Ah ouais. Pas j'ai peur de ce qu'on pourrait en dire, parce que quand tu lui poses la question, on était en coaching, donc quand tu creuses, il n'y a jamais personne qui a remis en cause la qualité de son travail. Mais pourtant, pour les raisons que tu évoquais là, en fait, je n'ai pas l'impression de bien maîtriser quelque part mon image et de la subir. Du coup, sur Google My Business, ben, je n'ose pas le faire de peur de ce qui pourrait y arriver à un moment ou à un autre. Et elle avait même peur de faux avis ou de concurrents ou de ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, moi, la première réponse, c'est que si cette personne, je comprends. Alors déjà, c'est une peur qu'on comprend tous, hein, et surtout quand c'est son travail, quand ça concerne sa personne, ça se comprend déjà. Il faut quand même le dire. Hein, faut pas. Bien sûr. C'est normal d'avoir cette peur-là. Maintenant, vous allez voir dans ma réponse qu'on peut la dépasser. La première chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut, si cette peur est vraie, c'est-à-dire s'il y a vraiment un concurrent malveillant ou une personne malveillante ou quelqu'un vraiment pas satisfait qui veut s'exprimer, ce que j'ai dit tout à l'heure, il trouvera toujours l'endroit pour le faire. Donc, elle ferme sa fiche Google My Business, c'est une chose. Mais du coup, elle aura peut-être un commentaire négatif sur Page Jaune, sur imoadvisor.com, sur Facebook, sur plein d'espaces. Ou au café du coin. Ou au café du coin. C'est le principe du Web 2.0, c'est que si on veut trouver un espace libre d'expression, c'est qu'on le trouvera. Donc cette personne, s'il y a vraiment un avis négatif qui doit être écrit, il sera écrit. Donc première chose. Donc déjà, ça voudrait dire qu'elle maîtrisera, et elle ne le maîtrisera pas parce que ce sera peut-être pullulé sur plein d'espaces. Donc il vaut mieux avoir une fiche Google My Business et prendre le risque qui va être très mesuré sur ses avis Google, puisqu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'elle le travaille, ses avis Google. Sa fiche Google, il faut qu'elle la travaille. Si elle la travaille, si demain elle a un avis négatif, il ne sera pas trop visible. C'est le principe, nous, ce qu'on appelle en e-réputation, on parle de digue de protection. Alors, c'est un mot un peu combatif, mais en fait, si je collecte régulièrement mes avis clients, si je demande suffisamment, et cette personne, comme tu l'as dit, quand tu creuses, en fait, on se rend compte que elle a 95-99% de clients satisfaits. Sinon, les professionnels ne seraient pas devant toi en train de te demander une prestation. Ils ne pourraient même pas la payer parce qu'ils n'auraient pas d'argent. Donc, du coup, c'est bien que les entreprises, donc les conseillers sont bons. Donc, il ne faut pas avoir peur. S'ils sont bons, il faut avoir confiance en soi. Pour les 2% qui restent, encore une fois, ici, ils s'expriment. Ça permettra de crédibiliser les avis positifs. Par contre, il ne faut pas laisser ces 2% s'exprimer seulement. C'est ça le risque, en fait. C'est qu'il faut qu'elle sollicite l'avis de tous ses clients, qui seront majoritairement satisfaits, pour pouvoir avoir, on va dire, 30 avis avec 4,7. Du coup, le lendemain, si elle a un avis négatif qui arrive, ça ne va pas baisser sa note à 1 étoile avec. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, il faut se protéger. Donc, la solution pour cette personne, ce que je lui conseillerais, c'est d'ouvrir sa fiche, parce que si elle la ferme, en plus, elle se prive de beaucoup de visibilité. Donc, moi, je trouve que c'est plus risqué. Je trouve que ça apporte plus de préjudice qu'autre chose. Après, en termes de visibilité sur Google, c'est pas très bon. Mais plutôt, du coup, d'être proactif et de solliciter régulièrement ses clients sur Google pour qu'ils déposent leurs avis. Donc, tu confirmes qu'on peut difficilement les supprimer? Les avis Google, alors Google s'est amélioré, il faut le dire quand même, quand Google s'améliore, hein, on tape toujours sur Google, mais s'améliore. Alors la difficulté sur Google, c'est que c'est les avis les plus visibles et les plus influents, donc il faut les travailler, mais ce n'est pas forcément les plus crédibles pour les raisons que tu as évoquées, parce que tout le monde peut écrire un avis. Il n'y a pas de modération a priori, il y a une modération a posteriori. C'est-à-dire que si moi, donc l'avis se publie aussitôt, et si moi je vois qu'il y a un propos injurieux ou un diffamant, je vais le mentionner à Google. Maintenant, ils réagissent de mieux en mieux, mais c'est pas tout de suite, c'est pas automatique, ça peut prendre du temps. Il y a des cas où c'est rapide, des cas où c'est pas du tout rapide. C'est-à-dire qu'on peut quand même prendre le risque de l'avoir un peu quelque temps. Mais ils s'améliorent quand même. Donc les risques, ils ont compris quand même que c'était important. Et donc du coup, ils s'améliorent de plus en plus. Donc on peut le mentionner. Mais dans tous les cas, il faudra répondre à cet avis. Puis après, il faut aussi pouvoir évidemment prouver que cet avis est diffamant et injurieux. C'est aussi une démarche qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, il faut que le mieux, c'est que cet avis il baisse en fait de place et qu'il soit pas important parce qu'une fiche est remplie d'avis majoritairement positifs, des avis sincères. Mais encore une fois, n'ayez pas peur. 80, je dis 99, mais vous connaissez que vos clients sont satisfaits. Tant qu'ici s'expriment tous, il n'y a aucun problème sur votre fiche Google, vous risquez rien. Il y a un commentaire de Stéphanie qui nous dit du coup 5 sur 5 sur 17 avis Google My Business. Est-ce que c'est encore crédible? Que des vrais avis de vrais clients, ou dois-je demander un 4 sur 5 au prochain?
Ah, je sais, c'est toujours la question qu'on me pose quand je dis ça. Je sais que c'est toujours un peu embêtant, mais oui, en fait, moi, franchement, d'un point de vue personnel, je dirais oui. Il faudrait que vous demandiez un 4 sur 5 au prochain pour ne pas avoir un 5 sur 5. C'est un peu bizarre de dire ça. Je doute pas que Stéphanie mérite que des 5 sur 5, mais le problème, c'est que oui, 5 sur 5, c'est. Demandez-vous si c'est crédible quand vous allez, si vous voulez demain faire appel à un professionnel, si vous avez envoyé un 5 sur 5, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai envie de dire presque plus ils sont nombreux et moins c'est crédible parce que Ah oui, tu as 5 avec 5 avis, c'est une chose. Tu as 150 avis et tu as 5 sur 5, c'est plus compliqué, c'est d'autant moins crédible quelque part. Et justement, pour rebondir sur ce qu'on a évoqué là, on a Émilie qui nous dit bonjour à tous les deux. S'agissant des avis tendancieux et négatifs, je suis assez OK avec vous. J'ai eu le cas avec une personne mal intentionnée qui a vraiment menti sur un de mes collaborateurs. J'ai demandé à Google de le supprimer car ses propos étaient injurieux et infondés. Google ne l'a pas supprimé. J'ai donc répondu et cela permet de remettre les choses au clair. Ouais, c'est le problème de Google. Alors, je sais on va ouvrir quand même une piste qui s'améliore vraiment, mais ça ne m'étonne pas, Émilie, malheureusement, que ça arrive encore. Et tu as du coup très bien fait, parce qu'il fallait bien y répondre. Comme tu dis, tu as mis les choses au clair. Et du coup, il faut faire confiance quand même aux internautes. On est éduqués aux avis et aux avis mal intentionnés, aux vrais avis, aux faux avis. Enfin, on est tous éduqués à ça aujourd'hui. Donc, on est plutôt mature sur la lecture des avis et savoir si on y croit ou si on n'y croit pas. Et avec une vraie réponse très construite et très sincère, tout de suite, en fait, ça prend une autre ampleur. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et voilà, faut jouer le jeu. On est obligé de jouer le jeu de Google de toute manière. On n'a pas le choix. On a plus à y gagner qu'à y perdre. Hein, et on a plus à y gagner qu'à y perdre parce que d'une, c'est son réputation qui compte. Hein. Rappelez-vous, les avis Google, on les voit quand on cherche votre nom, votre nom ou le nom de votre entreprise, mais aussi quand on cherche votre métier. Je sais que tu en as parlé lors d'un autre expresso. Quand on cherche votre métier, si je tape agence immobilière, et sachez qu'il y a 450 000 internautes qui cherchent ce mot-clé-là strict tous les mois, moi, je vais avoir un affichage d'un pack local, du fameux pack local, de trois agences qui vont se mettre en concurrence, que Google va mettre en concurrence selon un algorithme, et qui va s'afficher juste en dessous de ma recherche, au-dessus des sites internet, au-dessus du SEO. Et là, à ce moment-là, les avis clients comptent énormément pour cet affichage et aussi pour le choix de préférence de contact. Donc, les avis Google, ils sont tellement importants qu'on ne peut pas ne pas les travailler aujourd'hui. Il faut être proactif et les solliciter régulièrement. C'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Anaïk, tu parlais juste avant entre guillemets, de validation des avis a priori et a posteriori. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça dans les solutions en fait aujourd'hui sur le marché? C'est quoi une validation a priori versus a posteriori? Une belle perche, c'est bien gentil. Non, mais en vrai, c'est hyper important parce que j'ai pas ces mots-là et je les ai pas choisis au hasard. Et c'est vraiment toute la différence, c'est qu'il y a des avis. Donc les avis Google, on a bien compris que la modération, il y en a, mais bon, c'est après, etc. Donc sinon, après, il y a des sites qui sont spécialisés comme nous, immoadvisor.com, c'est pour ça que je souriais, où nous, on a des avis qu'on garantit, soit qu'on les appelle nous chez nous des avis garantis. Et c'est un mot qu'on n'a pas choisi à la légère. Hein. On garantit authentique. Alors, on peut pas garantir un 100% authentique, mais on sait qu'on s'y rapproche parce qu'on fait tout pour. Et donc, on modère, nous, a priori. C'est-à-dire qu'avant de valider l'avis, on le lit, notre équipe, tous les avis sont lus manuellement, enfin humainement, par notre équipe à Nantes, et les valide physiquement, pour dire, OK, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de diffamation. Si j'ai un doute, je contacte le professionnel, parce que bon, d'un moment, mais en général, on voit quand il y en a ou quand il n'y en a pas, et on les valide, on vérifie que c'est une vraie personne, on vérifie que c'est un client, et on le diffuse. C'est-à-dire que nous, notre éthique et notre engagement, qui est le cas depuis 2014, depuis la création de la société, c'est qu'on ne diffuse pas un avis client concernant l'immobilier si on n'est pas sûr que c'est un avis de vrai client, si c'est un vrai avis. Un vrai avis, pardon. Je fais une mauvaise liaison. Pourquoi? Parce qu'on parle d'immobilier. On peut se tromper de manger un burger et au pire, on a une intoxication alimentaire de 2 jours. Allez, c'est pas très sympa, mais bon, c'est pas très grave. Si je me plante sur mon conseiller immobilier ou sur mon courtier, etc., c'est 25 ans de ma vie et c'est une maison et c'est plein de problèmes derrière. Donc, nous, on considère qu'on n'a pas le droit de donner une information qui peut être fausse, prendre le risque qu'elle soit fausse. Donc, on a tout mis en place pour qu'elle soit s'assurer de son authenticité. Donc, la modération manuelle a priori, je reprends ce terme. On est certifié par la FNOR pour la norme ISO qui concerne les avis clients, pour s'assurer, pour assurer aussi à vos clients, vous, professionnels immobiliers, que nos avis sont bien authentiques. Et en plus de ça, on va plus loin, puisqu'on utilise aussi la technologie de la blockchain pour tracer ces avis clients et pour les inscrire, en fait, pour assurer de leur authenticité. Donc, on fait tout au maximum pour que, et dès qu'on trouve d'autres idées en interne, on remet en place encore plus une strate de vérification. Donc, ces avis, pour qu'on soit sûr que ces avis soient garantis. On a un chiffre qui est intéressant, parce que tout à l'heure, on parlait beaucoup d'avis Google My Business, mais, donc, qui sont toujours très importants, évidemment. Nous, on avait fait une étude avec OpinionWay, l'institut de sondage, en 2020, et il en était ressorti un chiffre intéressant. 81% des Français trouvent qu'un avis client est plus crédible lorsqu'il est garanti par un tiers de confiance. Carrément.
Ce qui est logique, en fait, parce qu'on est tous, encore une fois, éduqués. Il y a quand même une certaine maturité sur les avis, et on connaît les avis Google. On a entendu beaucoup de choses dans les médias sur les avis TripAdvisor, sur Amazon. Donc, on est habitué, en fait, à tous ces systèmes-là. Donc, c'est normal que les Français cherchent aussi, en fait, à dire, OK, je veux bien prendre en compte les avis, même ils les prennent plus qu'en compte, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu hyper important dans le parcours d'achat. Mais du coup, de s'assurer que ce sont des vrais avis. Et donc, du coup, c'est pour ça que voilà, nous, c'est un autre métier aussi, c'est d'assurer et de pouvoir permettre aux professionnels de mesurer la satisfaction client. Parce que Google, ce n'est pas la mesure de satisfaction client. C'est de l'image, c'est de l'irréputation pure. Très important, mais ce n'est pas la même chose. Ça ne me permet pas d'afficher sur mon flyer ou sur mon dossier d'estimation 95% de mes clients sont satisfaits. Signé Google, c'est un peu… Bon, il y en a qui le font, mais c'est quand même pas… C'est pas une super source. On sait que ce n'est pas forcément vrai. 95% de mes clients sont satisfaits, signés, chiffre authentifié par ImoAdvisor, qui a un tiers de confiance. Là, par contre, ça a plus de poids, et donc, du coup, nous, c'est un de nos métiers. Très clair. Il y a Auré qui nous dit, ça y est, le mot blockchain a été prononcé, on peut lever des fonds. Bon, si Auré a des fonds à nous donner, on peut en parler. Bon, ImoAdvisor n'a pas eu besoin de ça. Non. Mais par contre, juste pour donner du sens par rapport à ça, c'est que partout où il y a besoin de traçabilité, de transparence et de confiance, la blockchain a du sens. Donc, on ne va pas refaire le débat ici. D'ailleurs, je vous invite à suivre une des conférences de l'événement Rassemblimo qui traite de blockchain et d'immobilier. Ce sera dans quelques jours, et c'est Aurélien Onimus qui est l'auteur du livre « La blockchain, une révolution dans l'immobilier ». Et donc, pour tous ceux que ça intéresse, continuez de vous inscrire à l'événement Rassemblimo. Vous aurez une conférence sur le sujet. Je referme la parenthèse. Anaïg, on a parlé donc ces avis a priori, a posteriori, etc. Donc, on comprend qu'ImoAdvisor, et il en existe d'autres, des solutions, sert en fait de hub, quelque part, de réception, de réceptacle de ces avis clients pour les diffuser où après? C'est-à-dire qu'on a parlé de Google My Business, on a parlé un peu de Facebook, enfin, on a parlé de plein de choses. Une fois que tout transite au même endroit, où est-ce que c'est diffusé? Alors, c'est effectivement, nous, on les diffuse. L'objectif aujourd'hui, c'est que les avis clients, ils servent à créer une relation de confiance avec vos prospects, en fait, à vous assurer que vous êtes choisi en priorité et que vous êtes contacté, vous, et que le particulier qui vous contacte, votre prospect, il soit sûr que vous êtes le bon professionnel. Donc, du coup, l'objectif, c'est que ces avis soient des éléments, ce qu'on appelle, alors désolé pour mon accent, mais des social proof, soient présents sur tout le parcours digital de vos prospects. Donc, de la demande d'estimation sur un meilleur agent, par exemple, alors, nous, on parle plutôt des vendeurs, hein, les acquéreurs, on sait tous que c'est le bien qui va faire donc, j'en parle même pas, mais vous le savez mieux que moi, c'est votre quotidien. Un acquéreur, c'est le bien qui va faire surtout qui va faire toute l'histoire. Pour un vendeur, par contre, c'est différent. Il va vraiment chercher le bon professionnel. Donc, il va peut-être commencer par estimer son bien, donc il va être sur meilleur agent. Bim, ImoAdvisor diffuse vos avis sur meilleur agent, si vous êtes sur meilleur agent, bien sûr. Le particulier va vouloir aller regarder ce qui se passe dans son quartier, sur les annonces, voilà, voir un peu ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a des concurrents, c'est des biens concurrents, qui va aller sur les sites d'annonces, par exemple, Se Loger, West France Immo ou d'autres, Logic Immo. Bim, ImoAdvisor permet de diffuser ses avis sur ces sites-là. S'il va directement sur Google, comme les 500 000 internautes mensuels pour taper agence immobilière, votre fiche Google s'affiche, le site ImoAdvisor s'affiche, enfin, plein d'avis clients s'affichent. Je vous montrerai bien volontiers une photo. Mais du coup, voilà, les avis clients sont diffusés aussi sur cet espace-là. Nous, notre objectif, c'est que ce soit vraiment multidiffusé. Page jaune, on diffuse sur Page jaune, par exemple, également. Voilà, on diffuse partout où vos prospects vont aller pour vous commencer, en fait, leur projet immobilier. Aujourd'hui, le parcours digital de vos prospects, il n'est pas linéaire. Là, je vous en ai fait un peu comme ça, mais en fait, il pourrait le prendre complètement de l'autre sens. Et c'est là, en fait, du coup, il faut pouvoir s'assurer, en fait, d'être sur tout ce parcours. Et puis, sans oublier, évidemment, son propre site Internet, évidemment. Je ne l'ai pas mentionné, mais on va forcément voir votre site, voir qui vous êtes, comment vous parlez de vous, quel bien vous avez déjà vendu. Et sur votre site, vous devez aussi afficher vos avis clients. D'autant que, en plus, là, je vais sortir un petit chiffre ROI. On sait que afficher ses avis clients sur son site, ça fait augmenter de 18% le taux de conversion. Tout simplement parce que c'est un élément de rassurance. C'est pas l'immobilier. Nous, on a suivi l'e-commerce. Les e-commerçants, c'est eux qui ont beaucoup utilisé les avis clients. Ils ont des chiffres très héroïstes. Ils savent en fait que ça permet d'augmenter le panier. Alors, on ne parle pas de panier pour l'immobilier, mais du coup, ça incite à la prise de contact. Donc, un de mes conseils, ce serait d'afficher vos avis sur votre site internet, sur votre page, sur vos landing pages ou toutes vos pages à enjeu. Et puis, il y a également aussi sur vos réseaux sociaux. C'est évidemment très important. Aujourd'hui, c'est un outil que vous utilisez beaucoup et qui fonctionne très bien. Donc, nous, on permet, par exemple, en un clic, de diffuser ces avis clients sur les réseaux sociaux en choisissant un template, un visuel, tout ça au nom de votre marque et à vos couleurs. Donc, au final, que ce soit sur les sites d'estimation, les sites d'annonces, votre site, votre fiche Google My Business,
les sites d'avis clients comme imoadvisor.com, l'annuaire Page Jaune qui a encore un bon référencement local, et vos réseaux sociaux, bah là, voilà, on est vraiment présent sur tout le parcours. Et ça, c'est vraiment le digital, mais il y a aussi après vos outils terrain qu'il ne faut pas du tout oublier, qui est aussi un outil très important pour vous, sur vos dossiers d'estimation, sur vos flyers, partout, même sur vos pancartes. C'est votre meilleure publicité, les pancartes. N'oubliez pas de mettre vos avis clients sur les avec un petit QR code aussi, potentiellement, aller checker nos avis clients. Exactement, voilà. Ok. Donc, et ça vient se réceptionner directement dans l'outil. Donc, je donne un lien à mon client à la fin de son parcours, etc. Et il vient attester de son avis, il vient mettre une note et laisser un commentaire. Une chose qu'on n'a pas évoquée là, c'est que ça peut être fait tout au long du parcours avec le client en question. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement à l'échéance d'une transaction, mais ça peut être après une remise d'estimation, après une visite, après… Alors, on oublie qu'on a plein d'interactions avec les clients. Oui, si vous êtes un métier votre métier, c'est du relationnel. Donc, nous chez imoadvisor, on croit beaucoup à la collecte d'avis en face à face. C'est vraiment un de nos postures, parce que vous êtes dans un métier relationnel et il n'y a pas mieux que demander l'avis de son client en face à face au moment d'un rendez-vous. Pourquoi attendre qu'il rentre chez lui et qu'il oublie? Et même s'il reçoit un mail, il y a 12% d'ouverture de mail. Ça marche, le mail, mais ça ne marche pas très bien. Mais ça marche quand même. Le mieux, c'est en face à face. Et nous, on a des outils. On a développé des outils spécialement pour travailler le face à face. On a une application mobile que vous avez sur votre téléphone qui vous permet de piloter l'envoi de la collecte d'avis. Donc, soit par SMS, soit par mail, ou soit même en direct sur votre application, sur votre téléphone directement. Il peut, en 30 secondes, avec une application ergonomique, déposer l'avis. C'est ce qui marche le mieux. Et ça, c'est à vous, après, de choisir le moment le plus heureux, souvent les moments les plus heureux, pour demander l'avis de vos clients. Bien sûr. La seule condition qu'on demande, nous, c'est si vous voulez des avis garantis, il faut qu'ils soient clients. Vous ne l'oubliez pas, donc ça marche aussi, on est aussi strict là-dessus. Donc il faut qu'ils aient signé un mandat, par exemple. Par contre, les avis Google, on peut les demander pour les prospects, ça c'est possible. Mais pour les avis imoadvisor, par contre, il faut qu'ils soient clients. On reste dans notre engagement éthique, encore une fois, d'avis clients. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés, Anaïk, que tu t'étais noté? Je sais que tu avais été bonne élève. Ouais, on a vu la définition de l'e-réputation. On a vu les différentes plateformes sur lesquelles ces avis étaient diffusés. On a vu des bonnes pratiques. Est-ce que tu as des choses que tu vois, toi, des points de vigilance, des erreurs qui sont régulièrement commises par les conseillers immobiliers sur ce sujet de l'e-réputation en général? L'erreur que je vois le plus souvent, c'est par rapport aux réponses aux avis. Alors, c'est normal, okay. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc, souvent, c'est là où… Parce qu'ils ne font pas ce travail de veille. Est-ce que c'est parce qu'ils voient l'avis et qu'ils n'y répondent pas? Ou est-ce que ils ne font pas ce travail de veille, j'allais dire exhaustive, de quels sont les endroits sur lesquels on peut parler de moi et est-ce que je vais régulièrement checker ce qui s'y dit? Alors, c'est vrai que effectivement, tu as raison. En général, quand je suis en conférence et que je demande à l'Assemblée de lever la main, tous ceux qui suivent leur e-réputation et qui ne serait-ce qu'ont une Google Alert sur leur nom ou sur leur nom d'entreprise, j'ai un tiers de la salle qui lève la main. Eh oui. Donc effectivement, on ne pense pas, on oublie en fait de se regarder soi. Bon, je me le note aussi. Hein. Ouais, bah voilà, s'il y a un tips à sortir lors d'aujourd'hui, c'est de mettre en place une Google Alert, c'est facile, ça me prend 2 minutes, c'est gratuit, ça marche très bien. Vous mettez une Google Alert sur votre nom, sur le nom de votre entreprise, si vous avez sur le nom même de vos dirigeants, et vous pouvez aussi surveiller vos concurrents de cette manière-là, et aussi des secteurs d'activité, des mots-clés. Moi, par exemple, j'ai immobilier blockchain, par exemple, en Google Alert, ça c'est pour une petite dédicace pour Rory, pour savoir tout ce qui se passe sur la blockchain, parce que ça m'intéresse. Donc oui, il faut regarder ce qui se passe. Alors, Google Alert, ça donne que les articles, et ça donne pas trop les réseaux sociaux. Donc, ça a ses limites, mais au moins, vous avez, voilà, s'il y a quelqu'un qui écrit quelque chose sur vous, en tout cas, vous le voyez régulièrement, vos retombées presse aussi, vous les suivez comme ça. Donc ça, c'est très important. Et se googliser de temps en temps soi-même dans Google, en fait. Juste, voilà, au moins une fois par mois, c'est le minimum de savoir ce qu'on dit sur vous, si on ne sait pas. Après, sur les réponses aux avis, effectivement, l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est que les professionnels ne répondent pas à tous leurs avis. Ben voilà, vous êtes pressé, c'est normal, je sais, c'est ce qu'on nous dit tout le temps et on comprend, vous avez d'autres choses à faire et c'est bien normal, votre métier, c'est pas de répondre à des avis, mais il faut y répondre quand même. Un avis client, quand on le dépose, c'est comme un cadeau. C'est que quelqu'un a pris le temps d'écrire quelque chose de positif sur vous. C'est vraiment un cadeau, il faut le remercier. C'est la continuité de votre relation client. Et la difficulté, c'est de réussir à trouver les bonnes réponses, de ne pas standardiser ces réponses. Ça, c'est la deuxième erreur que je vois. Souvent, en fait, on voit que les réponses sont un peu copiées-collées et du coup, ça fait un peu une image de robot, de standard. Or, encore une fois, vous êtes dans la relation client, il faut personnaliser ces réponses. D'ailleurs, si vous voulez, on a un outil, on a un petit livret qu'on a créé justement pour aider les professionnels à répondre à leurs avis. On a une bibliothèque de réponses avec une méthodologie qui est expliquée. Si vous le souhaitez, je pourrais
faut transmettre le lien. Voilà, donc ça, c'est une erreur que je vois assez régulièrement aussi dans la réponse des avis. Souvent, alors, la réponse aux avis négatifs, c'est plutôt quelque chose d'intégré. Oui. La réponse aux avis positifs, parfois on oublie, alors qu'en fait, encore une fois, c'est remercier quelqu'un. Et imaginez les internautes qui vont lire ces avis, qui vont voir votre réponse. Et si vous répondez pas, ils disent ah ouais, ils s'en fichent en fait quand on lui dit que c'est bien ce qu'il fait. Et puis plus la réponse est humaine, personnalisée, Voilà. Donc il faut avec prendre le l'anecdote temps. qui va bien, etc. Et au contraire, plus ça augmente son autorité vis-à-vis des autres. On avait des questions. Alors profitez-en pour commenter et poser vos questions à Anaïg. Je remonte dans le fil parce qu'on avait tout à l'heure la question, et je ne l'ai pas oublié, de Cédric, sur ayant changé de réseau immobilier, j'ai perdu mes anciens avis ImmoAdvisor. Est-il possible de les récupérer même si mon réseau n'adhère pas à ImmoAdvisor? Oui, alors là, il faudrait qu'il en discute avec avec son ancien CSM, avec quelqu'un de chez nous, notre relation client, qui lui expliquera comment faire. Mais c'est une très bonne question, effectivement. J'avoue que j'ai pas toutes les connaissances techniques de cette partie-là. Mais techniquement, c'est faisable. Ouais, techniquement, c'est faisable. Ouais. Ok. Émilie nous dit, pour utiliser la solution ImmoAdvisor depuis de nombreuses années, je confirme qu'il y a une demande de preuve pour les avis et je recommande bien entendu cette belle équipe et cette solution. Et moi je sais qui c'est parce que c'est Facebook User, mais mon petit doigt me dit que c'est Anne-Sophie à qui je passe le bonjour. Et justement, ça faisait partie des objections que j'avais par cette conseillère la semaine dernière lorsqu'on évoquait le sujet. Au-delà de la peur de ce qui pourrait y être déposé, c'était tout le monde n'a pas un compte Google. Et donc là, Anne-Sophie nous dit, en passant par l'appli ImmoAdvisor pour récupérer des avis Google, est-ce que cela permet de contourner le problème des clients qui n'ont pas de compte Google? Parce que pour rappel, pour laisser un avis Google, notamment une fiche Google My Business, il faut généralement avoir un compte Gmail. Très peu de gens n'en ont pas aujourd'hui, mais c'est un sujet. En fait, beaucoup de gens n'en ont pas, et on croirait. Okay. En fait, non, c'est une génération on a une génération qui a beaucoup de Gmail, mais demande des personnes un peu plus âgées, par exemple. En général, ils ont. Le bon vieux Yahoo. Ouais, la Poste. La Poste. Il y a beaucoup de la Poste. Non, pour vous dire, il y a 25% de Français qui ont une adresse Gmail. Donc, effectivement, c'est faible. Et c'est une très bonne question, parce que pour déposer son avis, effectivement, il faut un compte Google. Mais c'est pas. Donc là, je répète, c'est un compte Google qu'il ne faut pas forcément un compte Gmail. Un compte Google, c'est plus large qu'un compte Gmail. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et nous, ça fait depuis 2017 qu'on travaille sur les avis Google. On a eu le temps, du coup, de développer, d'améliorer notre système. Aujourd'hui, il fonctionne très bien. Justement, on va aller chercher les personnes, on va détecter qui a un compte Google. Donc, on dépasse le compte Gmail. Par exemple, je peux avoir quelqu'un qui va mettre son adresse mail, mais qui va mettre un laposte.net. Mais en fait, il a un compte Google parce qu'il a un téléphone Android. Moi, ma technologie, elle le sait. Elle identifie tout de suite. Et en fait, je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui ont des Android. Moi, j'en ai un Android. Il y a 76% de la population qui a un Android. Ça veut dire que 76% de la population française ont un compte Google. Puisqu'ils ont une application qui s'appelle Google Play, qu'ils ont dû allumer, ouvrir dès leur réception de leur téléphone pour télécharger leurs applications. Donc, nous, on va aller chercher en fait toutes ces personnes-là. Donc, si on associe les 76% plus les 25% de Gmail, on arrive grosso modo à du 80%, voire du 85% de personnes qui peuvent déposer un avis. Et c'est pour ça aussi qu'on favorise le SMS. Nous, on sait que ça, c'est nos chiffres nous le disent, notre chiffre héroïste, nous disent que le SMS fonctionne très bien pour le dépôt d'avis Google, puisque du coup, on envoie un SMS sur son téléphone. On sait que le téléphone, on a 85% de la population qui peut déposer un avis. Donc, du coup, il n'y a pas de spam. Il y a un taux d'ouverture de 100%. Et du coup, ils déposent leurs avis ils écrivent leurs avis grâce à ce système-là. Donc, on a vraiment. Donc, oui, l'application et notre système est vraiment pensé pour. Alors, par contre, attention, qu'on se comprenne bien, si la personne n'a pas de compte. Si la personne a un iPhone et en plus a une adresse mail La Poste, là, elle peut pas déposer son avis sur Google. Ça, on peut rien y faire. C'est le combo. Voilà, et ça arrive certainement, je ne peux pas, évidemment, mais ça, pour le coup, personne. Et ImmoAdvisor ou quiconque, on ne peut pas le faire. Ça, on ne peut pas le faire. Mais du coup, ce qui est l'intérêt, c'est que au lieu de perdre cet avis, nous, on va le récupérer pour l'envoyer chez immoadvisor.com et après le rediffuser sur vos sites d'annonces, sur les meilleurs agents, sur votre site à vous. Donc, c'est pour ça qu'on ne perd jamais un avis client, on ne perd jamais une sollicitation d'avis. On en fait toujours quelque chose et au contraire, elle sert après derrière pour votre image et pour capter plus de contacts. Super. On avait un commentaire, je savais déjà que c'était Olivier Casado qui le laissait. Pour Google Alert, il arrive. Non, c'était pas celui-là. J'ai mis une Google Alert sur le terme Google Alert. Ma vie est un enfer depuis. Mais c'est très bien. Je ne sais pas ce que ça doit donner. Ori nous dit vraie question. Parce qu'il précise, Ori, avant de poser une question, il précise vraie question. Oui, je vois ça, ouais. Préconises-tu de commenter même les avis avec uniquement des étoiles et sans texte, ou est-ce qu'on le laisse tranquille? Alors, au point de vue d'image, pour le coup, on pourrait ne pas le faire parce qu'il y a tellement peu de contenu à moins que c'est pas forcément très intéressant. Par contre, moi, je le conseille pour une autre raison.
pour une question de référencement sur Google, sur le pack local. C'est-à-dire que tout le contenu de vos avis, que les internautes écrivent, mais aussi vos réponses, va nourrir en fait l'algorithme de Google My Business, maintenant de Google Profile, il faut que je change moi aussi le nom, pour vous faire remonter dans le pack local. Puisqu'en fait, ça c'est vachement intéressant, c'est par exemple pour le pack local, donc vous savez, c'est cet affichage des 3 agences immobilières qui sont affichées quand on cherche agence immobilière sur Google. Vous pouvez faire le test d'un instant. Si je cherche vente appartement, il y a aussi le pack local qui s'affiche. Si je veux je veux être affiché sur ce terme-là, eh bien, Google va aller chercher, va aller scanner dans votre fiche Google My Business et parfois même sur votre site s'il y a ce terme vente appartement qui se retrouve. Si ça se retrouve dans vos avis ou dans les réponses de vos avis, ça va nourrir et ça va lui permettre de savoir que vous en parlez. Donc, vous êtes un professionnel qui répond à la requête. Donc, oui, plus vous avez de contenu sémantique dans votre fiche Google, plus ça va nourrir, ça va vous aider dans tous les cas à vous faire référencer dans le pack local. Donc oui, moi j'y répondrai pour cette raison-là et je mettrai les mots-clés qui m'intéressent. J'en profiterai en fait. Après, en termes d'image, par contre, je trouve que c'est pas obligatoire. Bon, ça pourrait se contredire, mais moi je trouve que c'est pas obligatoire. Ok, super. Anne-Sophie, je te confirme que maintenant, j'ai bien ton nom et ta photo de profil, maintenant que tu as recliqué. Donc là, ça devrait être bon. Mickaël qui nous dit c'est une bonne nouvelle si les avis peuvent suivre, peu importe le réseau. Et Cédric, du coup, qui était la personne qui posait la question tout à l'heure, nous dit j'ai envoyé plusieurs mails sans retour. Merci pour ta réponse. Puis-je avoir les coordonnées du contact chez ImmoAdvisor? Et tu ne peux pas mieux tomber, Cédric, qu'un live sur l'e-réputation pour te garantir que tu auras bien une réponse à ta requête. Cédric, vous allez m'envoyer un mail et puis moi je vais comme ça parce que j'ai pas le numéro là en plus en tête. Je suis désolée, je connais pas le numéro. Je connais même pas mon numéro de téléphone pro par cœur pour vous dire. C'est le comble. Par contre, je connais mon adresse mail et vous pouvez m'envoyer un mail et je transférerai la demande. Et donc mon mail c'est anaïg, donc ANAIG @immoadvisor.com, donc avec 2 M. Envoyez-moi votre demande et puis je le transférerai et puis on vous recontactera avec plus de précision. Je m'excuse sur cette question, je ne suis pas la mieux positionnée pour bien y répondre. Et Cédric nous répond nickel, donc on va, j'allais dire la preuve par l'exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, ou d'autres commentaires? Aurélie te remercie en tout cas pour la réponse. On a fait un bon tour depuis 40 minutes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, Anaïg, sur le sujet? Écoute, moi, ça me semble assez complet. Okay. Je pourrais parler des réputations pendant 3 heures, mais non, mais c'est cool. Ce qui était cool en tout cas là, c'est qu'on n'a pas focalisé sur votre image sur les réseaux sociaux ou votre fiche Google My Business, etc. On a pris un peu de hauteur de vue sur les réputations au sens large. Moi, j'ai bien retenu en tout cas les questions d'image maîtrisée ou d'image subie, et que tout ça, ça peut exister à plein d'endroits différents et qu'on n'a pas forcément conscience qu'on peut parler de nous dans des endroits qu'on fréquente peut-être pas nous-mêmes d'un point de vue digital, et que mettre en place des alertes, etc., ça peut nous aider aussi quand même de checker ce qui se dit sur nous. Et ne croyez pas que parce que vous êtes un conseiller immobilier d'hyper proximité, que pour autant, ça vous met à l'abri finalement. Bien au contraire, on sait que dans les villages, les réputations, etc., ça se fait et ça se défait rapidement. Donc, bien évidemment, c'est pas parce que vous avez une activité qui est circonscrite à un petit territoire et que vous avez l'impression que le digital, c'est un grand monde, que pour autant, vous ne devez pas faire cet effort-là. Cédric nous demandait juste une précision sur les mots-clés, l'importance dans les réponses pour le référencement. On n'a pas parlé là de SEO, mais… Oui, ils sont importants pour le référencement sur le local, en tout cas. Vraiment sur le pack local qui, pour moi, j'adorerais qu'on en parle encore 3 quarts d'heure de plus, mais je ne vais pas le faire, évidemment. Mais c'est vraiment très important. C'est un grand enjeu pour vous de capter des mandats, des contacts grâce à ce pack local. Et oui, tout le contenu que vous avez sur votre fiche va compter. Alors, donc, répondez, écrivez des commentaires riches, des réponses riches avec des mots-clés qui vous intéressent. J'ai noté, Anaïg, que tu as dit tout à l'heure que vous aviez un petit guide sur les réponses. Ouais, j'ai un guide si sur les réponses. Si tu as un lien à nous fournir, on le mettra volontiers en descriptif de l'épisode. Je t'envoie le lien après, effectivement. Cool. Merci beaucoup, Anaïg, pour ces 43 minutes passées ensemble. Merci encore une fois à tous de votre fidélité. Profitez-en pour laisser un dernier commentaire. Ceux qui sont en train de nous regarder en live, pour ceux qui sont en train de nous écouter en podcast ou sur la vidéo YouTube, par exemple, n'hésitez pas à laisser vous aussi un commentaire, un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préféré. Bien évidemment, ça nous fait très plaisir et puis ça nous permet de remonter dans les recherches et de faire vivre ce podcast dont c'était le 100e numéro. Et oui, merveilleux. Voilà. J'ai pas pris les bougies. Bravo Sébastien. Merci. Voilà, donc c'était la 100e. Pas d'épisode la semaine prochaine, comme je l'évoquais tout à l'heure, je serai en congé, mais dès notre retour, on aura 2 nouveaux invités. Je pense à Delphine Grimaud, donc je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, avec laquelle on parlera de l'importance aussi peut-être de se nicher dans une typologie de biens spécifiques, puisqu'on parlera de la vente de haras notamment. Et puis, juste après, on aura comme invité,
on aura comme invité, et je crois que ce sera le 3 mai, on aura… il était temps de prendre des vacances. C'est ça, on aura notre ami qui est du côté d'Annecy. On aura Arnaud qui sera avec nous, Arnaud Motreff, que beaucoup d'entre vous connaissez, est un grand professionnel qui viendra partager son parcours le 3 mai prochain. Et oui, effectivement, je serai en vacances la semaine prochaine et j'en ai bien besoin. Mais en attendant, l'événement Rassemblement continue de battre son plein pendant encore quelques jours et vous pouvez encore vous inscrire, suivre les conférences, relayer ça sur vos réseaux sociaux. Quand vous regardez les conférences, la première conférence a déjà été très, très appréciée, celle d'hier soir. Et vous en aurez de nouvelles dès ce soir, notamment avec Kim Benour. Voilà, merci beaucoup à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous dis à très bientôt, Anaïg. Merci beaucoup. Bien le bonjour à Jean-Philippe du côté de Nantes. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre écoute et vos questions. Avec plaisir. Ciao. Bonne journée. Au revoir.